Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine UA, réunis lors de la 16e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement à Malabo, en Guinée équatoriale, le 28 mai 2022. L'Afrique continue d'être le théâtre d'une prolifération des groupes terroristes qui menacent la paix, la sécurité ainsi que l'intégrité des États où il opère, et pour la première fois, la menace terroriste s'est étendue aux 5 régions du continent. Tout en présentant le danger de ce fléau, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a dénoncé le terrorisme et la recrudescence de la sécurité maritime, ainsi que la vague des changements anticonstitutionnels de gouvernement qui a affaibli la légitimité démocratique et l'état de droit dans les pays concernés. Le terrorisme ne faiblit pas sur le continent. D'abord, en raison d'une insuffisante solidarité africaine avec les pays victimes du terrorisme, mais aussi en raison du non-respect de nos propres engagements. Je ne citerai que le cas de la force africaine en attente, qui depuis sa création n'est pas encore totalement opérationnelle. Sur cette question, reconnaissons-le, la volonté politique a fait défaut. Alors que nous avons les moyens et les hommes qu'il faut, les armées africaines comptent, selon certaines études récentes de 2022, quelques 2 700 000 hommes. Mobiliser seulement 1 à 2% de ces effectifs et le doter des moyens nécessaires permettrait de réduire notre dépendance des forces étrangères et de faire face avec plus de chances de succès au terrorisme. Le chef de l'État angolais, son Excellence João Lourenço, au nom du président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, empêché, a ouvert les travaux de ce sommet. Les chefs d'État ont immortalisé leur rencontre par une photo de famille après la plénière avant de se retirer pour un huis clos. Quand je vois ce feu, il me rappelle les souvenirs. C'est ici que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se retrouvaient souvent pour se transmettre le savoir, la sagesse. Voilà du théâtre culturel, comme depuis belle lurette, nous n'en avons plus eu au Cameroun. Un spectacle organisé ce 28 mai au Centre culturel camerounais par l'Ensemble national sous la tutelle du ministère des Arts et de la Culture qui a permis aux amoureux de la culture de découvrir davantage la richesse de celle-ci. Nous avons tous été témoins de ce très joli spectacle, un spectacle de très haut niveau que nous avons vécu pendant à peu près 1h30. Nous sommes là également dans ce que j'avais dit la dernière fois que j'ai été ici, lors de la journée internationale du jazz, en demandant au nom de M. le ministre des Arts et de la Culture à la direction de l'Ensemble national de souvent nous répéter des activités d'animation du Centre culturel camerounais, et nous constatons aujourd'hui que le public commence à répondre présent, n'est-ce pas, aux spectacles qui sont organisés ici. Un événement riche en couleurs et en émotions qui entre dans le cadre des missions régaliennes de l'Ensemble national, œuvrant pour la promotion et la valorisation de l'art sur toutes ses formes. Très belle collaboration entre la direction de l'Ensemble national et le pôle artistique et culturel théâtre. L'Ensemble national est là dans l'accomplissement de ses missions réglementaires qui sont celles de la promotion, de la vulgarisation de l'art et de notre culture. Pour Léandre Tamba, directeur général de l'Ensemble national, promouvoir l'art, c'est désormais un rendez-vous mensuel pour tous les acteurs et passionnés d'œuvres artistiques pour célébrer la culture africaine et camerounaise plus particulièrement. Le spectacle que nous venons de vivre entre en droite ligne de nos missions, à savoir la promotion de l'art et de la culture, tant au plan national qu'international, et aussi il fait partie des activités de notre PAP, le projet annuel de performance 2020, qui nous demande de multiplier ce genre de spectacle au Centre culturel camerounais. Ce qu'il faut retenir de ce spectacle, c'est l'invite à plus de solidarité, de complémentarité, qui fondent notre unité et notre vivre ensemble national. Dans l'avenir, il faudrait tout simplement signaler que le Centre culturel camerounais sera le point de convergence des Camerounais qui viendront ici tous les fins du mois, chaque fin du mois,
prendre part à un spectacle qui réponde à la structuration de notre direction, à savoir le ballet national, le théâtre national et l'orchestre national. Il est donc question pour l'ensemble national et le ministère des Arts et de la Culture, à travers ces différents spectacles, de promouvoir non seulement la diversité culturelle du Cameroun, mais aussi et surtout de consolider le vivre ensemble et l'unité nationale. Les sommets africains sont souvent les occasions où les chefs d'État nouent des contacts avec leurs homologues pour trouver des solutions aux dossiers chauds. C'est ainsi que le chef de l'État sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, est venu à la rencontre du chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont accordé leur point de vue sur les dossiers chauds du continent africain, entre autres la piraterie maritime, le terrorisme, la situation politique en Libye. Et à la fin, les deux hôtes ont fait le point des relations bilatérales entre les deux pays. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a par la suite reçu le président de la République de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Les échanges ont porté sur les questions de sécurité, de paix ainsi que la stabilité dans la sous-région Afrique centrale, la région des Grands Lacs et en Afrique en général. La situation de réfugiés centrafricains au Congo a aussi retenu l'attention des deux chefs d'État. C'est à 17h que l'avion présidentiel ivoirien a foulé le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, avec à son bord le couple présidentiel, son Excellence Alassane et Dominique Ouattara, après un séjour en France, au cours duquel il a pris part au Forum des marchés émergents. Il est accueilli au bas de l'échelle de coupé par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Millet Koné, le Premier ministre M. Patrick Haché, ainsi que plusieurs membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Le Forum des marchés émergents auquel a participé le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant les échanges d'expériences. Ce forum, une fois de plus, au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, de faire une communication sur l'impact des crises actuelles sur les économies africaines, et par la suite, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a proposé des solutions pour une relance économique ainsi que la réduction de la pauvreté à travers une bonne gestion des économies et un appui considérable de la communauté internationale. Le couple présidentiel ivoirien a également pris part au dîner gala du Forum des marchés émergents où un hommage a été rendu au cofondateur de l'institution, M. Michel Condessu, ancien directeur du Fonds monétaire international et ancien gouverneur de la Banque de France, pour son engagement contre les inégalités pour un développement durable. Le groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine a prêté ses installations pour cette activité qui a vu la présence du ministre de la Défense nationale et présidente d'honneur de la dite fédération, Madame Félicité Ongwori Ngoubili. En ce jour spécial, vous avez innové par le programme en initiant le sport. Le sport crée la cohésion, le sport crée l'émulation. Je ne peux que vous remercier du fond du cœur pour ce que vous faites au quotidien, les actions que vous posez au quotidien auprès de vos époux qui m'assistent tous les jours dans l'accomplissement de ma lourde tâche. Au premier rang des épouses des forces de sécurité et de défense, Madame Zita Oligui-Nguema, présidente de la Fédération des associations des épouses du personnel des forces de sécurité et de défense du Gabon, ont effectué une randonnée en plein air à pied sur un itinéraire balisé d'un parcours d'1 km 900, un parcours qui sert à l'aguerrissement de leurs époux militaires. S'en est suivi l'initiation au tir où les instructeurs très accueillants ont été émerveillés par l'aisance et l'adresse de ces épouses des forces de sécurité et de défense. À l'issue de cette traversée, j'ai compris ce que nos maris traversent, ce que nos maris vivent, et je sors de là émue. Le fait de tenir une arme pour la première fois, de tirer, c'était une expérience vraiment, s'il fallait le refaire, on devait le faire. L'aumônier militaire a accueilli ces braves dames à la fin de l'étape au complexe Bérivert et leur a offert des bibles. Le projet de loi relatif à la Convention sur l'interdiction des armes bactériologiques, biologiques ou à toxines et sur leur destruction présenté ce mardi 31 mai 2022 par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Il a été adopté à l'unanimité des 33 membres présents de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
C'est un acte important qui vient d'être posé. S'il est vrai que la Côte d'Ivoire ne produit pas d'armes biologiques ni des pays environnants, mais comme vous le savez, la Côte d'Ivoire fait partie d'un ensemble, d'un environnement mondial dans lequel effectivement des pays produisent ce type d'armes. Il est bon qu'en tant que pays responsable, nous puissions adhérer à cette interdiction. C'est ce acte qui vient d'être posé. Nous ne pouvons que nous féliciter de la hauteur de vue des députés qui, à travers les questions, les observations qui ont été posées, ont fait montre d'une compréhension parfaite des enjeux de ce texte. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la convention signée par la Côte d'Ivoire en 2016, bien qu'elle ne dispose ni ne produise ce type d'armes, afin de renforcer les engagements du gouvernement ivoirien en matière de désarmement et de non-prolifération des armes de destruction massive et de lutte contre le terrorisme. Il souhaite aussi bénéficier dans le cadre de la coopération internationale d'informations d'appui technologique dans le domaine de l'utilisation des agents biologiques et toxines à des fins pacifique. 1264 milliards de francs CFA, c'est la grosse cagnotte à récolter pour moderniser la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Pour atteindre et réaliser ce noble projet, Célestine Ketcha-Courtez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a lancé ce 24 mai à Yaoundé, lors de la table ronde des bailleurs de fonds, une levée de fonds avec des investisseurs nationaux et internationaux. Cette recherche du financement devra aboutir sur la construction d'une voie de contournement longue de 92 km et large de 45 mètres. Des voies de contournement pour faciliter la circulation des personnes et des biens à l'intérieur de la ville aux 7 collines, mais également avec les pays voisins de la sous-région. Un projet colossal pour lequel il faut agir. Il est temps d'agir parce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous a engagés dans la modernisation des villes camerounaises. Et cela passe par les infrastructures routières, les voies de contournement. Et cette voie de contournement est salutaire, pas seulement pour les Yaoundéens, les 4,5 millions de Yaoundéens qui se partagent les voies internes avec le trafic en transit. Il est temps de réagir pour que la sous-région également profite sur le plan économique de ce désengorgement de la capitale. Cette voie de contournement va permettre donc la fluidité du transport des marchandises qui partent des ports de Douala, de Kribi pour la sous-région, pour le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad, la Guinée équatoriale et même pour le trafic des marchandises qui vont en direction de l'extrême nord, etc. Donc c'est une voie justifiée, pertinente, qui viendra également accompagner le chef de l'État à répondre à l'accord sur le climat, parce que lorsqu'il y a embouteillage, il y a pollution. Et cette voie de contournement va désengorger la capitale et favoriser à travers ces 4 pôles de développement urbain de multiplier la production des logements, de multiplier les centres des affaires, et en bref, de développer durablement le Cameroun, sa capitale Yaoundé, mais également les pays de la sous-région. Il y aura un impact réel sur notre économie et sur la qualité de vie des populations. À ce projet futuriste viennent s'ajouter les indemnisations, les relocalisations des populations riveraines et la viabilisation des 4 pôles urbains de la cité capitale. Pour tout le projet, il faut donc mobiliser une enveloppe de 1264 milliards de francs CFA, dont 794 milliards de francs CFA pour la construction de cette voie de contournement, de 88 milliards pour les indemnisations et les relocalisations des populations, de 470 milliards pour l'aménagement des 4 pôles urbains de la cité capitale et de 20 milliards de francs CFA pour l'indemnisation totale des populations impactées par les travaux. Pour la réalisation de ces travaux, l'État du Cameroun peut compter sur ses partenaires au développement qui rassurent que leur aide pourra s'étendre au-delà de ce projet. Je pense que c'est assez évident que la ville de Yaoundé est non seulement un goulot d'étranglement sur les réseaux régionaux, Douala, Kérébi,
vers N'Djamena et Bangui, mais également a besoin d'être structurée à l'interne, puisqu'effectivement c'est une ville en pleine expansion et le contournement de Yaoundé va effectivement permettre de répondre à ces deux préoccupations. D'une part, la structuration du développement urbain de Yaoundé. Vous avez vu qu'effectivement, on ne se contente pas de faire un contournement de Cameroun, de Yaoundé, mais également de proposer le développement de 4 centres de développement, 4 pôles de développement décentralisés aux abords de contournement. Mais ça va, comme disait Madame la Ministre également, désengorger la ville de tout le trafic passant. Donc ça va permettre effectivement de faciliter la restructuration urbaine de la ville. Et comme vous savez, nous avons d'autres projets complémentaires qui sont focalisés sur la ville même, qui vont renforcer ces dynamiques-là. Et en parallèle, bien sûr, le contournement va effectivement fluidifier le trafic régional, notamment vers les pays enclavés du Tchad et de la République centrafricaine. Le projet soutenu par l'Union européenne et d'autres partenaires entre donc dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement des villes du Cameroun définie par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il faut donc agir à tout prix pour que suive le développement. Le président par intérim de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, a déposé sa candidature le mardi 31 mai pour l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Je vous prie donc de bien recevoir mon acte de candidature. L'honorable Adama Bitogo, candidat pour le compte du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Suite au dépôt de sa candidature, l'honorable Adama Bitogo, député d'Agboville, a exprimé sa reconnaissance au président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais donc lui dire merci, lui exprimer ma reconnaissance, mais surtout l'assurer de ce que l'homme de mission qu'il a produit est donc en mission. Et je voudrais, pour la réussite de cette mission, reposer sur la cohésion de l'ensemble de tous les députés. Mais en particulier, je voudrais reposer d'abord sur les députés RHDP, qui par la mobilisation exceptionnelle de ce matin, montrent clairement qu'ils sont tous inscrits dans la décision, dans l'orientation qui nous a été donnée par le président de notre parti, son Excellence Alassane Ouattara. Le candidat du RHDP va affronter pour cette élection Jean-Michel Amankou, le député d'Agnibi-Lécrou. Celui-ci a également déposé sa candidature le 23 mai 2022. On l'appelle déjà la candidature de l'audace. Oui, c'est une candidature de l'audace. Ma volonté de faire acte de candidature est une volonté exprimée par un député de la nation que je suis. D'abord ça, parce que je suis député de la nation. C'est une volonté personnelle. Je fais partie d'un groupe parlementaire qui a ses principes, qui a son fonctionnement. Et le président Henri Konan Bédié, certainement, va donner des orientations. Aussi, ma volonté de faire acte de candidature, j'attends toujours, je vais dire, que je puisse être adoubé, in fine, par le PDC-RDA. Les discussions sont toujours en cours. Mais je dis, je répète, je suis candidat, je fais campagne subtilement, je rencontre des députés, j'échange, je fais partager ma vision pour la Côte d'Ivoire, la vision pour performer au niveau de l'administration parlementaire, ma vision pour renforcer notre diplomatie parlementaire. Notons que le délai de dépôt des candidatures de dossiers courait jusqu'au mardi 31 mai 2022 et l'élection proprement dit se tiendra le 7 juin 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement ivoirien, M. Patrick Achi, a reçu en audience les membres du groupe Muliez. L'association familiale Muliez est un groupement d'intérêt économique qui œuvre pour les intérêts économiques de la famille Muliez. Elle est classée 6e fortune française, très intéressée par la destination Côte d'Ivoire. L'association familiale Muliez compte un peu plus de 130 marques à travers le monde. Vous avez vu que nous sommes venus en force et en nombre, en fait, finalement, pour cette rencontre qui est une rencontre extrêmement importante. C'est pas la rencontre de l'association familiale Muliez en tant que telle, c'est la rencontre de chefs d'entreprise,
de présidents de grandes entreprises internationales pour venir signifier officiellement à Monsieur le Premier ministre, au ministre qui accompagnait sa délégation, notre intention d'investir désormais rapidement et fortement en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Le président directeur du groupe Auchan, M. Yves Claude, a annoncé l'ouverture du premier magasin de distribution Auchan à Abidjan. Le 15 juin, ce sera le début de notre aventure en Côte d'Ivoire et de notre partenariat, puisque le premier magasin Auchan ouvrira ses portes. Auchan est une enseigne de grande distribution en France. Son chiffre d'affaires en 2018 s'élevait à environ 50,3 milliards d'euros, dont plus de 2 tiers réalisés à l'étranger. Un conseil des ministres s'est tenu ce 1er juin 2022 de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État de Côte d'Ivoire. L'ordre du jour de ce conseil des ministres comportait les points suivants. Au sujet des mesures générales, projet de loi et d'ordonnance, projet de décret. Au sujet des mesures individuelles, communication, le conseil des ministres de ce mercredi 1er juin 2022 a permis d'adopter des projets de loi en nombre, parmi lesquels celui portant Code de l'hygiène et de la salubrité. Un projet de loi portant Code de l'hygiène et de la salubrité qui permet de regrouper l'ensemble des textes épars qui existaient en matière d'hygiène et de salubrité, notamment dans les domaines de l'environnement, de la construction, de l'assainissement, de l'urbanisme, de la santé et du domaine public. Ce dispositif unique privilégie donc une approche globale et définit le cadre institutionnel. Il prévoit également des sanctions tant pénales qu'administratives de façon à assurer une gestion efficiente des problématiques préoccupantes donc liées au cadre de vie et à l'environnement des populations. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la réunion de haut niveau pour la mobilisation de ressources pour une Côte d'Ivoire sans lèpre d'ici 2030. Les stratégies de lutte contre la lèpre dans notre pays ont abouti en 2001 à l'atteinte du seuil de l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique. Toutefois, l'on détecte encore un nombre élevé de malades sur toute l'étendue du territoire national. En 2021, 514 nouveaux cas ont été dépistés avec 8,56% d'enfants et 24,32% d'infirmités de degré 2. Face à cette situation, notre pays a adhéré à la feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030 de l'Organisation mondiale de la santé. Et il s'est doté donc d'un partenariat avec le GPZL, le Global Partnership for Zero Leprosy, et l'ensemble des parties prenantes à la riposte d'un plan stratégique de lutte contre la lèpre de façon à accélérer l'atteinte de l'objectif zéro lèpre en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 94 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013, relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ainsi que son projet de loi de ratification. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance a été modifiée en son article 94 et cette modification permet la création d'un établissement public de type particulier entièrement autonome en vue d'assurer une plus grande équité dans la conduite des missions de recouvrement et de gestion des biens criminels ou présumés comme tels.
Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie et de la Promotion des PME, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant modalité de fixation, de plafonnement et d'homologation des marges et des prix des biens et services. Le présent décret vise à autoriser le ministre en charge du commerce, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget à intervenir par arrêté conjoint sur la fixation, le plafonnement et l'homologation des marges, des prix, des biens et services. Il permet au gouvernement de réglementer les prix des biens et produits et services de première nécessité ou de grande consommation, notamment dans le secteur d'activité économique ou dans les localités du territoire où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopole ou de dispositions législatives ou réglementaires ou des difficultés d'approvisionnement. Ces décisions font partie de l'ensemble des mesures générales prises au cours du Conseil des ministres, dont 4 projets de décrets, 2 projets de loi et 7 communications. Le prochain Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire se tiendra le mercredi 8 juin 2022 à Abidjan. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.